Bonjour tout le monde. Je vois que personne n'est arrivé. Ben, c'est pas grave, c'est que c'est pas la bonne heure et que vous préfériez une autre heure ou un autre moment. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du coup de l'étape 4, tous les types d'alimentation qui existent et leurs points faibles et leurs points forts pour que vous puissiez faire un peu de tri dans tout ça. Donc, je me représente, je suis Valérie Saillant, je suis naturopathe, magnétiseuse, coupeuse de feu, praticienne en biorésonance et j'ai aussi une formation en nutrition. Ça fait bientôt 3 ans que j'accompagne des gens pour perdre ou prendre du poids. Donc, je voulais vous faire un petit résumé des petites choses déjà à travailler pour que vous puissiez vous y retrouver dans tout ça. Tout d'abord, comme j'expliquais hier, le patrimoine que nos ancêtres nous ont donné vont jouer forcément dans le fait de déjà quelle alimentation choisir. Ce que je vous disais, s'ils ont déjà vécu de la famine, etc., ça va être compliqué d'entamer un jeûne. Il n'y a rien qui est négatif en fait. Le jeûne, s'il est bien pratiqué, si vous êtes bien encadré, si vous avez compris les principes, ça peut être quelque chose qui peut vous accompagner pour perdre du poids. Ça peut être le jeûne, on jeûne une journée, on mange les 6 jours suivants et on répète l'action toutes les semaines pendant un certain temps. Il y en a qui font ça toute leur vie en fait. Ça peut être un principe aussi, quand il y a beaucoup d'excès, là on va arriver bientôt au nerf de la guerre entre les fêtes. C'est toujours très compliqué l'alimentation parce que même si on fait plus ou moins attention toute l'année, là, même si on fait attention, donc il y a des choses qui peuvent se mettre en place, en fait, soit des monodiètes entre les différents repas. Donc monodiète, c'est quand on mange un seul aliment. Par exemple, vous pouvez faire une journée banane, une journée tomate, une journée... voilà, ça peut être répété. Vous pouvez changer la monodiète. C'est pas obligatoire que tous les jours ça soit forcément le même aliment, mais en règle générale c'est ça. Vous avez d'autres choses aussi. Alors réduire les calories, ce que je disais hier, c'est pareil. Faites attention. Si déjà vous avez un poids, quand vous êtes observé dans l'étape 1 que vous mangez pas assez, réduire les calories, c'est pas ça qui va vous accompagner pour pouvoir trouver le bon équilibre pour manger. Il y a ce qu'on appelle... mais après, pour certaines personnes, ça peut fonctionner pour un temps donné. Par exemple, là, avant les fêtes, vous voulez pouvoir avoir un peu, on va dire, de marge pour les fêtes, question kilos, pour ceux que ça fonctionne, vous pouvez entamer une baisse de calories les 15 jours avant les fêtes, c'est-à-dire plus des potages, des légumes. De la viande, c'est important, mais pas en grosse quantité. Ce que je veux dire, pas plus de 100 grammes, une fois par jour. On essaye de pas trop se charger en protéines non plus. Privilégier les acides gras de qualité, donc c'est-à-dire on va manger des avocats. C'est calorique un avocat.
Mais à côté de ça, ce qu'il amène, il y a plein de vitamines, il y a plein de... Mais c'est de qualité. Donc, vous pouvez faire un monodiète avocat, ça marche aussi. Ce qui est important, c'est d'avoir un bon ratio de tout et un bon équilibre. Tout ce qui est féculent, trop de céréales, c'est toujours pareil. Ça devient, entre guillemets, allergisant, parce qu'on en consomme trop. Maintenant, si vous mangez des pommes de terre, de la patate douce, du manioc, de l'igname, du riz, du quinoa, d'autres choses qui existent aussi qui peuvent être mangées comme à la place des pâtes, du couscous ou du pain. Ce qu'il faudrait arriver à gérer en fait dans sa journée, c'est on peut manger du pain à partir du moment où on mange que des légumes. Ou alors une quantité de pain qui est limitée. Et on va privilégier ce pain jusqu'à 17h et après, on va plutôt privilégier le moins de sucre possible. Parce qu'il y a aussi quelque chose qui joue dans l'alimentation, c'est que ça va jouer aussi sur votre sommeil. Donc si vous êtes quelqu'un qui grignote du pain, des gâteaux, tout ce qui peut exister, et puis que vous avez déjà du mal à dormir, en fait, je vais vous expliquer, c'est qu'à 17h, l'insuline qui est sécrétée va permettre le pic de production pour la mélatonine. Et la mélatonine, c'est l'hormone qui nous permet de passer une bonne nuit. Donc, vous voyez bien que si après 17h, vous mettez votre boost de glucides après, forcément, vous allez vous endormir très tard. Et du coup, j'ai des gens qui ont vraiment le sommeil très perturbé. Et depuis qu'on a mis une collation entre 16h et 17h, c'est possible de la prendre, avec des fruits secs, un fruit, un yaourt végétal. On va essayer de limiter aussi tout ce qui est produits laitiers. Vous n'êtes plus des enfants, vous n'avez pas plus besoin de la même consommation de produits laitiers. Le lait, le calcium, vous pouvez l'assimiler sous d'autres formes. Surtout que plus ça va, plus le lait devient allergisant. Donc pour les gens, on va dire, au-dessus d'une vingtaine d'années, il faut commencer à basculer avec une baisse de la consommation. Je ne vous dis pas forcément d'arrêter. Si vous êtes allergique, vous êtes obligé d'arrêter, mais pour les autres personnes, il faudrait limiter. Privilégier plutôt la brebis, le chèvre, même en yaourt. Les fromages, c'est pareil. Après, on est humain, on a le droit de se faire plaisir et c'est pas parce que vous allez manger votre bout de comté tous les jours que forcément c'est ça qui va vous amener une allergie alimentaire aussi. Voilà. Il faut... on va dire, c'est l'excès qui commence à devenir problématique pour tout. L'excès, c'est bien de faire du sport, mais l'excès de sport, ça vous arrange pas non plus la santé, et puis ça peut créer d'autres dépendances. Ah, vous allez me dire, ah bon? Eh oui, on en parlera demain. Mais du coup, voilà. C'est tout par parcimonie. Ce que je vous mettrai en lien, pour ceux qui ont le défi, vous l'aurez dans les outils. Mais pour les autres, je vous mettrai le lien directement sous la vidéo. Et vous pourrez télécharger en fait des recettes bien-être, on va dire ça comme ça, parce que c'est pas forcément, il n'y a pas zéro féculent, il n'y a pas zéro graisse, il n'y a pas, mais c'est un équilibre qui est plutôt bien fait, donc je le trouve intéressant, et puis ça vous permet de découvrir certaines saveurs que vous n'utilisez pas pour l'instant.
Du coup, donc dans les alimentations, il y a pas mal de choses qui, qui tournent ces temps-ci. Donc l'alimentation cétogène, je pense que vous connaissez quand même, on en entend assez parler. Donc c'est cette alimentation qui est riche en acides gras. Alors moi j'aime bien le cétogène, mais dans le sens où on est vraiment dans de la matière grasse qui est de bonne qualité. Par exemple, si vous mangez 3 tonnes de fromage, très peu d'oméga 3 végétal ou d'autres oméga 3 d'origine végétale, il va avoir un déséquilibre. C'est toujours la même chose. C'est que on a un ratio végétal-animal qui doit être respecté. En fait, on n'est ni 100% carnivore, ni 100% herbivore. On est omnivore, donc ça veut dire ce que ça veut dire. On est capable de manger de tout, mais à quantité raisonnable. On peut prendre des graines, on peut trouver plein d'alternatives au sucre. Parce que le plus grand problème, on va dire, notre société, c'est le sucre. Quand on voit, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu déjà des plats cuisinés, des fois la concentration de glucides qu'il y a dedans, on finit par se poser des questions quand même. C'est pareil, je vous déconseille de prendre de l'allégé. L'allégé, le truc, c'est on enlève quelque chose. Donc par exemple, allégé en matière grasse, on va enlever de la matière grasse, mais on va rajouter du sucre pour donner du liant, pour donner... des fois, vous vous faites plus de mal que de bien. Vaut mieux prendre, allez, 30% la crème épaisse, excusez-moi pour la marque, mais de chez Fleurette, quoi. Elle est épaisse, elle est 30%, mais c'est la seule fois de la semaine que vous l'utilisez. Donc c'est ok. C'est pas gênant. Après, c'est sûr que si vous mettez de la crème dans tout tous les jours, là, on est plus embêté. Mais c'est un exemple. Donc, les yaourts, c'est la même chose. Vaut mieux manger un yaourt et si vous avez le temps, faites des yaourts végétaux et vous pouvez changer en fait les laits. Celui-là qui est intéressant, ça peut être la coco parce que elle a un ratio satiétant qui est toujours plus important, mais en plus souvent ceux-là on arrive à en trouver des enrichis en calcium. Donc pour ceux qui sont un peu limite en calcium, vous pouvez trouver des laits et du coup faire vos yaourts aussi avec. Donc c'est intéressant. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, dans le cétogène, c'est très intéressant. Si on mange pas trop de protéines, c'est-à-dire qu'on respecte le ratio, si on fait attention d'utiliser quand même beaucoup de légumes et de fruits, et d'utiliser vraiment des matières grasses de qualité. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de prendre un morceau de beurre, loin de là, mais il faut vraiment à chaque fois recompenser avec d'autres acides gras végétaux. Donc ça, c'est la base. Après, il y a d'autres... donc après, il y a le low carb, ce qu'on appelle le faible en sucre et celui-là est intéressant parce que même les enfants qui ont des particularités autistes, dysphasiques, quel que soit, si vous le combinez des fois avec moins de laitage, moins de gluten, donc j'ai bien dit moins, hein, j'ai pas dit on enlève tout, on peut s'apercevoir que les troubles sont moins prononcés, où l'enfant récupère un peu de concentration et ce qui pour lui est du bonus, hein, parce que ces enfants sont tout le temps en surcharge. Et pour les enfants autistes, des fois on a moins d'agressivité,
on arrive à plus les capter pour une activité ou un moment pour les parents, un moment où ils peuvent plus échanger avec leur enfant, ou enfin qu'il y a une communication qui est plus fluide, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident de vivre face à un enfant autiste qui est enfermé dans son monde. Donc quand ils arrivent à sortir un peu et qu'il y ait un peu plus d'échanges, c'est toujours encourageant pour les familles. Donc je dirais que le low-carb pour les enfants, même pour ceux qui font de la compétition, il est intéressant. Parce que justement, on peut combiner des choses, même nous, adultes, on va dire que ça peut être celui-là qui peut être le plus facile à tenir sur le long terme. Après, quand je disais les féculents, reprendre ce on oublie de manger en fait. On a des légumineuses, on a des lentilles, des pois chiches, des haricots verts, des flageolets verts, des blancs, des rouges. Tous ces haricots, ils sont là, ils nous apportent quelque chose bien différent. En plus, c'est comme les fruits à coque. Chacun va vous apporter, s'il n'y a pas d'allergie, chacun va vous apporter un du magnésium, l'autre du phosphore, l'autre du potassium. Enfin, là j'ai un trou sur le moment, mais vous voyez, vous avez beaucoup d'alternatives. Du coup, je disais le low carb. Après, il y en a d'autres. Il y a les régimes. J'emploie le mot régime parce que ces régimes, c'est Weight Watcher, c'est du Dukan. Les monodiètes aussi sont des régimes, sont pas forcément. Moi, ce qui me dérange dans tout ça, c'est que ça vous rapprend pas à manger normalement et ce que vous avez besoin. Après, je vais parler aussi des gens qui petit à petit sont devenus végétariens, voire végétaliens. Moi, j'ai pas de problème avec ce type d'alimentation. Ce que je dis souvent, c'est de faire attention parce que pour certains, quand il n'y a pas de viande, il y a une compensation des fois plus en sucre. Donc, je dirais que ça peut être plus dangereux dans le sens où on peut se retrouver à avoir des kilos superflus et qu'on n'a pas forcément envie. Donc ça, et des carences, parce que on se dit que non, on n'en a pas besoin, qu'on peut parce que un tel, lui, il prend pas de compléments, ok, un tel, lui, il n'a pas besoin de compléments. On est je sais plus combien sur la Terre, on est tous différents des uns des autres. Donc il y en a qui vont se rejoindre parce que notre groupe sanguin nous donne une information, mais par exemple, selon la culture, ce que je vous avais expliqué dans les ancêtres, forcément, on va se retrouver assez coincé dans le sens où si vous êtes asiatique, vous n'avez jamais mangé de laitage, vous n'allez pas pouvoir manger des laitages maintenant. Par exemple. Bon, là, pour le fait d'être végétarien ou végétalien, ça vous simplifie la vie. Mais voilà, c'est des choses qui sont importantes à entendre. On n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous besoin... on peut pas avoir forcément les mêmes carences, mais c'est une carence qui se retrouve souvent chez les végétaliens, c'est la vitamine B12. Il faut savoir que certaines vitamines, si vous les avez pas, ça va être très compliqué de mettre votre corps en action et qui se mettent pas en état de maladie parce qu'il lui manque certaines choses essentielles. La vitamine D, on le dit, on répète, on rabâche, c'est une vitamine, ce n'est pas que pour la croissance, elle sert aussi à d'autres actions dans le corps.
La vitamine K, c'est pareil, le potassium, il a des fonctions qui sont importantes dans le corps. Si vous mangez pas assez de potassium, vous pouvez être embêté. Idem pour l'iode, enfin voilà, on pourrait faire certaines vitamines B aussi. Par exemple, si vous manquez de B9, ça va être compliqué de se dire que vous allez concevoir un enfant, parce que aussi bien pour l'homme que la femme, ça va jouer dans votre fertilité. Bien sûr, il n'y a pas que ça, mais ça amène des problématiques pour certaines personnes. Si vous êtes carencé, vous pouvez être anémié, pour le corps, on peut pas mettre certaines choses en place. Donc tout ça, c'est important. Le fer, on le dit, pour la femme, si elle manque de fer, elle est vite épuisée, elle peut pas avancer, elle peut pas... Donc, pour chacun, il est important de retenir qu'on n'est pas que des calories. Il faut certaines vitamines, il faut un ensemble, il faut manger de tout au maximum. Hein, je dis bien au maximum, mais vous avez le droit de ne pas aimer quelque chose. Hein. Mais de pouvoir avoir les ressources d'aller chercher ce qu'il faut. Et pour les personnes par croyance ou par allergie ou intolérance, faites attention de ne pas être en carence, de voir comment vous pouvez aménager tout ce qu'il faut. Donc je disais le régime, les types d'alimentation. Après on a l'alimentation paléo, où là on se sert d'une alimentation alors moi je dirais que des fois qui est faussement préhistorique, parce que en fait, quand on réfléchit bien, nos ancêtres à cette époque-là, ils mangeaient pas de la viande si souvent que ça, en fait. Ce qui se passait, c'est qu'une fois qu'ils chassaient et qu'ils ramenaient, alors imaginez bien que s'ils ramènent un mammouth, c'était partagé dans toute la tribu, mais même, ça faisait une grosse consommation de viande, et cette viande, elle était là. Donc on va dire que on mangeait beaucoup à ce moment-là. Mais par exemple, il y avait des moments où il n'y avait pas de viande pendant très 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 longtemps. Parce que on n'arrivait pas à chasser, ou on devait se déplacer parce qu'on n'était plus en sécurité. Enfin, voilà. C'est-à-dire que même ce qu'on appelle une alimentation paléo, elle n'est même pas juste par rapport à ce qui se passait, parce que ils étaient plus dans la cueillette, comme il n'y avait pas encore d'agriculture. La viande, c'est quand ils chassaient et quand ils arrivaient à en récupérer. Donc, vraiment, si on voulait vraiment faire le régime paléo, ça voudrait dire qu'on mange de la viande pendant une semaine. Allez, puis je suis gentille. Tous les repas presque, et que après il y a une période de famine, et on mange de la viande avec des baies, des choses qu'on cueille, quoi. Donc entre ce qui est proposé et ce qui est, on est loin du régime en tant que de l'alimentation que ça reflète de nos ancêtres. De plus, un excès de viande rouge, alors je dis pas qu'il faut pas en consommer, et moi la première, si j'ai pas de viande rouge, au bout d'un moment je commence à être limite agressive quand même, parce que j'ai très faim. Non, je plaisante. Mais non, je sens que j'ai besoin de viande rouge, parce que déjà d'une, je suis une femme et que j'ai besoin de refaire mon taux de fer, et que oui, on me le propose sur d'autres végétaux, d'autres choses, sauf que par exemple, certaines choses peuvent être intéressantes. Quand je disais se supplémenter
Oui, il existe des choses pour supplémenter, des compléments alimentaires. Il y a des choses, on va bien comprendre que si j'ai enlevé, par exemple, toute la viande, tous les produits laitiers, etc., les œufs aussi, je vais avoir besoin de vitamine B12 en continu. Donc, c'est pas la peine de dire je fais une cure. Là, je vais tous les jours, il m'en faut. Donc, après, il existe des alternatives. C'est dans les compléments alimentaires. Soit on prend que la vitamine. Il existe maintenant un grand panel de vitamines, ce qu'on appelle en liposomiales, qui sont intéressantes parce que du coup, elles sont biodisponibles plus facilement. Mais aussi, je dirais, tout ce qui est complément alimentaire sous forme liquide, puisqu'un comprimé, une gélule, vous n'aurez que 20% du principe actif de votre gélule, et que d'un liquide, vous aurez 80% du principe actif du liquide. Donc vous voyez, ça ne suit pas le même circuit dans la digestion, et du coup, ça peut être intéressant de favoriser les liquides en faisant attention, parce que s'il y a beaucoup de sorbate de potassium ou d'autres, privilégier ceux qui utilisent du vinaigre, des conservateurs naturels, pas des conservateurs chimiques, parce que au bout d'un moment, on récupère notre vitamine, mais on met dans notre corps quelque chose qui n'est pas forcément sain, et qui est pas ce qu'on souhaite non plus. Donc voilà, c'était pour le petit point complément alimentaire. Et puis dans les compléments alimentaires, souvent on dit oui, mais je fais une cure et c'est terminé. Sauf que je dirais, est-ce que vous croyez que notre eau, elle est polluée elle est de septembre à octobre, ou elle est polluée un peu plus, ou même tout le temps? Idem pour notre air, idem pour notre nourriture aussi. On va aller faire attention de prendre moi je vous encourage de prendre en local, au plus près de l'agriculteur, quand c'est possible. Je sais bien, quand c'est possible. Je ne ferai pas de jugement parce que je sais que ça peut être compliqué pour certains. Du bio, quand vous pouvez en avoir. Moi je sais que j'ai une ferme à côté de chez moi, j'ai de la viande bio, et ils nous montrent un peu comment ils traitent les bêtes, et puis donc on sait très bien que cette viande-là, elle n'a pas le même goût et pourtant elle n'est pas plus onéreuse que si je vais acheter du bio, des fois dans certains magasins, même quand ils ont une boucherie bio. Donc je vous dirais que voilà, essayez de voir ce que vous consommez aussi, c'est important. Il faut bien comprendre que les fruits et les légumes qu'on a actuellement, c'est plus ce qu'était par rapport à 1950. Faut en manger 30 fois, voire 50 fois plus maintenant, parce que les terres où on cultive, elles sont de plus en plus pauvres en nutriments, ce que la plante a besoin pour fonctionner. Comme on fait tout de façon intensive et sans prêter attention au cycle de la nature, comment il fonctionne, il y a un moment, ça se retourne contre nous. Et je vous parle pas des modifications génétiques, etc. Je vous parle rien que l'agriculteur qui plante ces trucs et qui respecte même plus la jachère, les choses comme ça, ou le changement de culture, parce que la terre, elle est plus faite pour, par exemple, cultiver du blé, parce que ça fait 50 ans qu'il y a du blé qui est cultivé ici. Quand on alterne les cultures, on a plus de chances de pouvoir bénéficier de choses, voilà. Et quand on fait un roulement, du coup, on manque de rien. Il y a de tout. Donc regardez autour de vous ce que vous pouvez consommer en local, de saison, de préférence.
que la tomate qui est achetée au Maroc ou en Espagne, il faut pas oublier qu'ils n'ont pas la même façon d'arroser que nous, même façon de penser par rapport à l'eau. Donc, comme l'eau est une information, que ça soit pour nous ou que ça soit pour nos légumes, forcément, je dirais, faites attention des provenances où vous achetez certains produits. Et après, toujours pareil. Et l'exception confirme la règle. Bien sûr, il y a des exceptions, il y a toujours un petit quelque chose. Mais au fur et à mesure où on remange de saison et on va moins aller... du coup, on a une consommation qui est différente, on est plus en local, on fait plus marcher ce qui est autour de nous. Du coup, écologiquement, de toute façon, on a aussi... pas se donner bonne conscience, mais on est plus dans quelque chose qui respecte la nature avec un grand N. Donc, tous ces types d'alimentation qui existent, je dirais même qu'il y en a un que je fais de temps en temps, qui est intéressant, surtout pour les gens qui souffrent des intestins, qui ont un microbiote qui est assez abîmé, soit par les médicaments, soit par des émotions qui ont toujours été assez virulentes, soit par des types opérations, traumatismes, enfin voilà, chutes, différentes choses qui font que ces personnes ont pris des médicaments. Donc je vous encourage, là c'est plus un régime pour reconstituer votre microbiote. Alors là, il y en a qui vont me dire, oui, il suffit de prendre des probiotiques. Non, il faut d'abord nettoyer, en fait. Parce que si vous avez mis des protecteurs gastriques, plein d'antibiotiques, vous avez détruit une grande partie de votre flore intestinale. Donc, faut tout reconstituer. Et puis, ce qui va aider aussi, c'est que à reconstituer, c'est comment vous mangez. Et si déjà vous mangez, je vais dire mal, c'est pas terrible de dire ça, mais si vous faites pas attention à équilibrer vos repas, donc c'est plus, on va dire, non équilibré, et que vous mangez trop de viande, pas assez de légumes, et vous allez avoir dans votre flore intestinale des bactéries qui vont finir par mettre la zizanie parce que là aussi, il faut un ratio. Même les personnes, en fait, où c'est gênant, c'est les complètement végétaliens parce que là aussi, les bactéries dans leur corps, elles ont plus de bactéries qui va s'attaquer à certaines protéines et ça peut créer un désordre parce que après, on peut plus synthétiser la vitamine K, on peut plus synthétiser... c'est comment l'autre, je ne sais plus, mais donc la vitamine B12 parce qu'on peut en synthétiser par rapport à ce qu'on mange et par rapport aux bactéries qu'on a dans notre corps. Donc imaginez bien que si vous rentrez rien de ce qui doit être synthétisé et que ça doit passer par le microbiote, mais que le microbiote n'a plus les enzymes nécessaires pour libérer cette vitamine, vous l'absorberez jamais en fait. Vous pouvez la consommer, mais vous pourrez jamais l'absorber. Donc c'est là où on va parler de perméabilité intestinale. Et ça aussi, ça va jouer dans la perte ou la prise de poids. Forcément, si vous avez une perméabilité intestinale qui est importante, ou vous avez des bactéries qui font plus leur job, et qu'en plus la barrière intestinale, vous avez soit des trucs tout ouverts comme ça, donc microbes, tout passe à l'intérieur, c'est plus à l'équilibre non plus. Donc moi, je dis que le microbiote, il est intéressant à faire, pas pour forcément perdre ou prendre du poids, mais il va permettre d'aller à l'intestin se réparer et comme ça, après, vous pouvez au fur et à mesure réintégrer certains aliments et retourner vers une alimentation qui est plus saine, mais en douceur.
Donc c'est long parce que c'est 6 semaines où il y a très peu de fruits, il y a plus du tout de féculents, on a droit à un peu de riz, de quinoa. Mais par contre, on va avoir beaucoup droit à la patate douce, aux ignames, au manioc. Donc c'est des choses qu'on cuisine pas forcément, mais après, je vous dirais qu'il y a des choses, en fait, on s'en fait tout un plat et quand on cuisine la première fois, on s'aperçoit que c'était pas si compliqué que ça. Donc, je vous encourage à tenter des expériences quand vous avez un petit peu de temps de cuisiner. Vous verrez, vous serez surpris des saveurs, de ce que ça peut apporter. Parce que, oui, c'est pas de chez nous, mais il y a des choses qu'on peut encore aménager pour nous, quoi. Donc voilà, donc c'est pour vous dire que l'alimentation, le mieux c'est d'être le plus près de manger varié, de qualité, donc peut-être des fois moins en quantité mais de qualité. Des jours où vous pouvez ne pas manger de viande, c'est pas gênant. Du moment qu'il y en aille 3 fois la semaine, ça peut très bien se passer en fait. C'est pas là que vous allez être en carence de vitamine B12. Où c'est embêtant, c'est quand il y en a plus du tout. Et puis qu'il n'y a pas de complément à côté. Donc les acides gras, ils sont importants parce que les oméga 3 et les oméga 9, pour tout ce qui est enfants autistes et 10, les différents 10 qui existent, on peut voir que la consommation d'oméga 3 améliore leur capacité cognitive. Donc, ça prouve bien qu'un cerveau qui n'a pas de... Alors, qui n'a pas de sucre, ça, il en a besoin aussi, mais s'il n'a pas d'acide gras, ça va être compliqué pour qu'il fonctionne correctement. Sucre, on va dire, c'est plus des sucres qu'on peut resynthétiser. Il ne faut pas oublier que nos organes, le foie, il peut synthétiser, il peut retransformer des choses. Il va transformer le sucre en graisse, mais il peut le remettre dans l'autre sens. Et certaines protéines, etc. Mais c'est le trop qui va toujours vous créer une difficulté. Donc je vous mettrai le petit lien pour les recettes, pour ceux qui veulent tenter. Moi je les trouve sympas, j'ai déjà testé. J'avais eu ça en nutrition. Il y en a 2-3 que moi j'ai rechangé, que j'ai raménagé des choses. J'ai rajouté des graines, d'autres huiles des fois aussi. Il n'y a pas que l'olive, l'arachide et le tournesol. Il existe d'autres choses. Donc voilà, c'est pour vous dire que vous avez plein de condiments, il y a plein d'herbes, d'aromates, tout ça, ça donne des saveurs différentes. Ça m'est déjà arrivé de faire un dal, donc il y a du riz et c'est un mélange de lentilles de corail et de lait de coco avec des épices. Alors bien sûr, il y a des fois où vous allez y aller trop fort et que ça sera pas à votre goût, mais vous verrez au fur et à mesure, vous arriverez à doser et il y a des trucs vraiment sympas à faire et qui changent du quotidien et qui, du coup, quand vous mangez un dal, je vous assure que vous pouvez ne pas manger de viande, ça se passe très bien. Sur ce, je vous dis à demain et on va aller voir toutes les activités que vous pouvez entreprendre, même si vous êtes en surpoids, même obèse, mais j'aime pas trop cataloguer, je dirais plutôt en surpoids. Et puis, et pourquoi on n'est pas tous égaux non plus dans le sport, pourquoi il y en a que ça va être plus facile, et je vous referai peut-être je m'étais dit peut-être qu'on reverrait, moi je trouve dommage qu'il n'y ait personne parce qu'on pourrait échanger sur ce que vous avez besoin d'avoir comme information un peu pour désendiabler l'alimentation, la nutrition. Je trouve dommage qu'on ne prenne pas plaisir
à parler de ça parce que, en fait, c'est pas, il n'y a pas mal ou bien, c'est pour tout le monde, ça va être différent. Et si vous êtes diabétique, c'est sûr qu'il y a des choses qu'il faut limiter, qu'il faut faire attention. Mais après, si vous gérez bien votre alimentation, vous pouvez manger de tout. C'est une histoire d'équilibre. De qu'est-ce que vous avez mis en place, de comprendre des fois les index glycémiques, mais pas que, parce qu'on s'aperçoit que l'index insuline, il est important, et que ce qui paraît moins en index glycémique, des fois est plus en index insuline, par exemple le yaourt. C'est 5 en valeur glycémique et c'est 125 en index insuline. Ça veut dire que quand vous mangez un yaourt, d'accord, vous consommez très peu de sucre, mais vous allez déclencher une réponse au niveau du pancréas qui va forcément fabriquer de l'insuline en très grosse quantité. Donc vous voyez, l'alimentation, en fait, c'est un équilibre. C'est pas que vous n'avez pas le droit de manger un yaourt, mais c'est qu'il va falloir faire attention à quand vous le mangez et comment. Si c'est une fois, ça va. Et si vous n'avez pas de problème de diabète. Mais après, je vois beaucoup de diabétiques qui, des fois, mangent que des yaourts nature, allégés, etc. Donc, je vous explique même pas on fait tiercé gagnant à la fin. Donc, je vous dirais, manger en qualité, en quantité à votre faim, parce que c'est important. Quand on n'arrive pas à identifier la faim, on en parlera un peu plus demain. Et puis, voilà. Je vous laisse. N'hésitez pas, soit à vous abonner au défi ou abonner à la chaîne, à mettre vos commentaires aussi sur le groupe Facebook. Voilà. Et puis, je vous mets le petit guide de recettes. Voilà, belle journée à vous. À demain.